Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Quelqu'un, et pas des moindres, avait dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Par les temps qui courent, l'Afrique, sinon les consciences africaines, encore endormies à ce jour, doivent voir la lumière. C'est pour cela que la direction des programmes de DIC-RTV avait pensé à cette émission « Convergence et révolution culturelle », comme pour dire le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous, et chaque fois, nous devons redresser les choses si nous ne voulons pas sombrer éternellement. N'est-ce pas, Belle d'Afrique? Bonjour. Bonjour, exactement, parce que qui de mieux qu'un Africain pour parler de l'Afrique? Voilà. Si nous-mêmes on parle, on va raconter avec nos propres réalités, avec nos propres mots et on saura quoi dire. Mais celui qui parle de l'extérieur, il ne parle qu'avec ses illusions, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu à peu près. Et pour ses propres intérêts. Comme qui dirait, le dicton est clair, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver une fois de plus ce soir. Nous avons appelé au secours de Convergence et Révolution culturelle de l'avocat défenseur de l'Afrique, Alexis Bongo, la belle des belles, la belle d'Afrique, panafricaniste de son État, pour que nous puissions commenter ensemble ici en live avec vous toutes les vidéos qui nous ont été balancées comme ça pour démontrer aux Africains que nous sommes que hier nous avions été mis au fer, ensuite colonisés, mais par les temps qui courent, nous sommes coronisés, comme pour dire la coronisation avec le coronavirus. Ça se passe scientifiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. N'est-ce pas que l'Afrique est empoisonnée de plusieurs manières? Exactement, mais ce qui est clair, c'est qu'à ce niveau-là, c'est volontaire. C'est comme si c'est nous qui décidons maintenant, cette fois-ci, d'aller vers. Parce qu'on peut dire non. Si on s'unit, on peut dire non, on n'en veut pas. Mais si on ne s'unit pas, chacun défend sa cause à sa façon, je ne pense pas que cette révolution va aller plus loin que les idées de ceux qui la défendent. Voilà. D'accord avec vous, Belle, sur ce plateau, parce que la pensée du jour est claire. Seule la lutte libère. Et encore, l'Afrique doit s'unir ou périr. Ou nous nous unissons, ou nous périssons. N'est-ce pas, Belle? Exactement. Le quotidien nous prouve qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage, mais 5 doigts forment une main qui peut laver le visage. Donc si on est unis, personne ne peut détruire l'Afrique. Très bien. Très facile. Nous le disons avec l'Amérique, Lord Beldi Touma, qu'on peut facilement briser une brindille. Mais quand il y en a tout un tas, à ce moment-là, ça devient très compliqué. L'Afrique doit s'unir ou périr. Évidemment, on ne perd plus du temps. Mesdames et messieurs, premier plat que vous nous aviez servi, qui ont été envoyés par des panafricanistes soucieux du continent, qui nous ont envoyé ça pour commentaire. Nous allons essayer de voir avec le temps qui nous est imparti combien nous pourrons en traiter, sinon il y a des centaines. Rudel Goma, premier plat. Voilà, donc la continuité. Il y a l'Obi, il y a Morana, Nalingi Sasaipi, Kosenga, na Papa Serge, Ayakotanga, na Mathieu, Mokana ya Motoba, Etini ya Soni na Mine, Dino Soni na Mitano. Matthieu, chapitre 6, nous allons pouvoir lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Rudel Goma, on a confondu de vidéos, mais ça va être retouché, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup d'autres choses que vous nous aviez servi, mais là, c'est tombé comme ça nous croyons avoir affaire en fait à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi en RDC, et il y avait une grande messe au stade des Martyrs où nous avions vu des pasteurs de là-bas prier pour la nation, et c'était un clin d'œil que nous faisait un téléspectateur comme pour dire l'Afrique ne peut pas lutter seule sans l'aide de Dieu. On ne peut rien faire. Donc, nous allons voir si, avant la chute de l'émission, nous pourrons retrouver cette vidéo de grande importance. Mais sinon, Belle, est-ce
en tant que panafricaniste, vous avez dans l'idée qu'on doit combattre de par nos propres forces, notre propre intelligence, ou bien il y a aussi la part de Dieu dans ce combat-là? Vous savez que la religion fait partie quand même des souches ou des fondements d'une société actuelle, de la société actuelle que nous sommes. Mais la réalité, c'est que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais c'est que ce n'est pas forcément ces dieux-là ou de cette façon-là. Il y a une façon traditionnelle qui est la nôtre et nous-mêmes, nous sommes des dieux. Je pense qu'aujourd'hui, même aujourd'hui dans les églises, les messages sont changés parce qu'avant, on nous disait qu'il faut prier du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, on te pousse à aller travailler. Exact. On te dit, travailler c'est bien, travailler son intellect et tout. On te dit également, tu es Dieu. J'ai appris même dans le panafricanisme, il n'est pas question d'adorer seulement ses ancêtres ou de prier ses ancêtres, mais on est Dieu à l'intérieur. Si on allume cette lumière, cette énergie qu'on a, on devient Dieu et on arrive à produire beaucoup de choses. Et Dieu, c'est nous et le Créateur. Très bien. Donc, point n'est besoin qu'on puisse se tourner en rang. Panafricaniste, traditionnaliste, dans la tradition, c'est une bonne chose. Panafricaniste à l'église, c'est une bonne chose aussi. Donc chacun avec son Dieu, mais pour l'Afrique, pour vous que ce soit pour l'Afrique. Alors on va découvrir avec vous, mesdames et messieurs, le deuxième élément qui nous a été envoyé, Rudel Goma. Quelque chose de mauvais, donc ça ne peut pas nous aider. Ouais, ça risque de déséquilibrer un peu les débats, mais ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà ce que je dis, j'aimerais compléter. Et je voudrais surtout remercier quelqu'un. Il doit être en Chine actuellement. Il nous a suivis dernièrement et il a parlé dans un groupe WhatsApp d'un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder dernièrement. Je vous avais parlé du scientifique danois qui s'appelle Bohr, qui avait rêvé du modèle de l'atome de Bohr. À son réveil, il a matérialisé et c'est l'un des points les plus importants de la chimie moderne. C'est-à-dire que sans le modèle de l'atome de Bohr, on n'aurait pas eu la chimie que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous entendons dans les églises du sommeil? Les rêves que vous faites, ce sont les sorciers qui viennent vous parler. Ce sont les diables de ceux qui sont morts qui viennent vous parler. Donc ce n'est pas une bonne chose. Il faut couper tout lien avec les morts, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que la culture africaine nous dit? Lorsque vous rêvez, vous êtes en contact avec vos défunts. Vous échangez. Et en fonction de ce que vous échangez, vous pouvez les utiliser en bien comme en mal dans la journée. Parce que quand on s'est réveillé, c'est fini, c'est dans un nouveau monde que l'on se retrouve. Et voilà pourquoi je voulais parler de la géomancie. Et je remercie le doc Mbaliki en Chine d'avoir abordé cette question. Nous sommes tous aujourd'hui avec des ordinateurs. J'ai amené mon ordinateur exprès. Nous sommes contents, nous avons les ordinateurs. Mais est-ce que nous savons comment les gens sont arrivés à nous fabriquer ça? Quel que soit l'endroit où vous irez, voilà, ah, Mayel et Amondele, Mayel et Amondele. Bon. Les gens sont paresseux, moi je n'ai pas envie d'insister là-dessus. Mais sans la géomancie, on n'aurait pas eu les ordinateurs tels que nous avons aujourd'hui. Mais lorsque vous allez dans beaucoup de milieux, on va vous dire que la géomancie, c'est de la sorcellerie. La géomancie, c'est la divination par la poussière, par les pierres, par les nombres, etc., etc. Je ne veux pas développer, on n'a pas assez de temps, mais la géomancie a joué un rôle très important dans l'élaboration des calculs numériques jusqu'à ce qu'on arrive à utiliser des ordinateurs. De manière brève, résumée, concise. On a un exemple. On peut dire que vous partagez le même point de vue. Mais nous sommes au même diapason, on n'utilise pas les mêmes mots. Voilà. On n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes phrases, mais nous disons la même chose. Le contenu que vous donnez au mot sorcellerie, moi j'insiste là-dessus, quel que soit ce que l'on me présente avec ce micro, je peux faire du mal à quelqu'un. Vous prenez un papier journal, il est 2 h du matin, vous êtes dans la rue, un journal simplement, vous êtes agressé, dans les arts martiaux on vous apprend ça, vous transformez votre papier journal en arme, vous frappez ça à quelqu'un à ce niveau, la personne va tomber. Mais pourtant c'est un journal qui est fait pour lire. Donc il ne faut pas que nous pensions que tout ce qui existe sur cette terre, que ce soit l'alcool, que ce soit le chanvre, etc., ce soit forcément des choses négatives. Nous avons les preuves tous les jours. Vous prenez quelqu'un comme Rabelais, tout le monde le cite. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais qui connaît Rabelais? Rabelais était prêtre, Rabelais était médecin, Rabelais a utilisé la géomancie. Ah ben quand je le dis aujourd'hui, on va dire, il sort ça d'où? Merci beaucoup. Les gens aillent chercher. Maître Tiburce Ndebokolo, guide de l'ordre des Aïniens, vous nous parlez des extraterrestres, c'est quelque chose de sorcier quand même, en fait, entre guillemets. Mais vous êtes de ceux qui vont à contrario de ce qu'on dit tout à l'heure, Maître Waka et Obambe Ngakoso.
Eh bien voilà, retour sur ce plateau. Belle. Bon, mais j'en suis tombé des nues. Hein? C'est de grandes révélations. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord, il faut parler en tant que personne qui a vécu toute cette stigmatisation. J'arrive. Ah. Dans le sens où les gens te disent que voilà, tes rêves ou encore ce que tu es en train de faire, parler des ancêtres et tout, c'est sorcier. Ils vont te dire ça. C'est ce que nous entendons. Exactement. Surtout à l'église. Exactement. Donc on te dit, en gros, si tu dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est pas sorcier, alors qu'il est décédé. Mais quand tu dis le Dieu de mon grand-père, le Dieu de ma grand-mère, c'est sorcier. Ah là, c'est satanique. Ouais. Et que nos statuettes relèvent de la sorcellerie et tout. Entre-temps, la Belgique fait un emprunt de la statuette qu'ils ont pris à la RDC. Donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on est bête à ce point ou, au fond, on fait juste semblant? Ah. Parce que la question, elle est claire. Quelqu'un qui te dit que c'est interdit de toucher à ça et que lui, il utilise ce qui t'a interdit. Soit c'est toi-même qui es bête pour ne pas aller vers, soit tu joues le jeu, en fait. Parce que je ne peux pas comprendre. Et moi, je trouve ça vraiment, aujourd'hui, que les gens se réveillent pour se rendre compte de l'hypocrisie de la religion. Ah. C'est une bonne chose. Parce qu'avant, prendre la bière, tu allais en enfer. Discuter avec quelqu'un, tu allais en enfer. Sortir avec quelqu'un avant d'être marié, tu allais en enfer. Au finish, on va se rendre compte, même les pasteurs qui interdisent ça, ils ne vont pas en enfer, ils sont toujours sur la terre. Et puis les pasteurs, c'est eux-mêmes aussi qui tordent le cou à ces commandements de Dieu. Exactement, ils sont les premiers à nous dire ça, mais en gros, ce qu'on n'a pas compris, c'est que la spiritualité n'a rien à voir avec l'extérieur. La spiritualité a à voir avec l'intérieur. C'est l'intérieur qu'il faut soigner. Déjà, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, on dit que c'est ce qui sort de notre bouche qui souille, en fait. C'est pas ce qui rentre. Les aliments ne souillent pas. La nourriture ne souille pas. Mais c'est ce que tu sors quand quelqu'un t'a fait du mal, ce que tu racontes pour blesser quelqu'un. C'est ça qui est mauvais. Or, dans la spiritualité africaine, il faut nettoyer tout ça, les bonnes pensées, avoir des pensées positives pour son prochain, pour soi-même, parce qu'on est Dieu. Il faut se nourrir chaque jour, en fait. Donc, dans le Kouembali, dans le Nzobi, dans le Tikumbi, dans toutes ces choses-là, on n'enseigne pas le mal. Mais la réalité, c'est que la religion chrétienne ou d'autres religions, pour ne pas citer les noms, n'ont pas emmené le savoir, le monopole du savoir du bien et du mal. Ah. On connaissait déjà le bien, le mal, ne pas voler, ne pas tricher et autres. Ce n'est pas ça qui a ramené ça. Il y a certains mots même qu'on utilise. Mais excusez-moi, aujourd'hui, si on regarde bien la souche, tout a commencé en Égypte. Qui dit Égypte, dit l'Afrique. L'Afrique. Donc, si on parle que ça revient de l'Égypte et que ça revient en Afrique, ça veut dire que tout ce qu'ils ont importé et ramener, c'est juste la modification de ce qu'ils ont volé à l'Afrique, c'est tout. Ils nous ont tout volé, mesdames et messieurs, pour leurs propres intérêts, et voilà qu'ils nous mettent des interdits pour que nous ne puissions plus jamais nous réapproprier notre culture, sinon notre héritage. Mais ce n'est pas l'occasion pour nous sur ce plateau de condamner tous ceux qui vont à l'église ou tous ceux qui sont dans toute autre spiritualité, sauf qu'on enseigne la tolérance. On ne va pas comme ça la taper du poing sur la table ou bien crier au scandale lorsque les uns croient aux ancêtres. Mais ce n'est pas ça le dernier plat qui nous a été envoyé. Il y en a tout un autre que nous allons découvrir et commenter sur ce plateau. Rudel Goma. Est-ce que vous savez vraiment quelle taille fait l'Afrique? On pourrait y faire entrer la France sans souci. Oh, et puis toute l'Europe. L'Espagne et le Portugal aussi d'ailleurs. Et puis la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Et allez, on n'est pas mauvais bougre, on vous rajoute l'Europe de l'Est et le Royaume-Uni en prime. Oui, et même là, la carte est encore loin d'être remplie. Il y a encore de la place. Allez, quittons un peu l'Europe et voyons ce qu'on peut trouver du côté de l'Asie. La Chine. Tiens, pourquoi pas le Japon? Non, c'est trop petit. Et l'Inde, ça c'est grand comme pays, ça, l'Inde, non? Ah bon, va falloir viser les gros joueurs. L'Inde. Genre les 3e et 4e plus grands pays au monde, vous voyez desquels je parle? Les States. Oui, dans cette carte, élaborée par le designer Kai Krause, au fait, on a encore la place de caser les États-Unis et la Chine. C'est impressionnant, non? Et faites partager ça parce que il faut vraiment que les gens prennent conscience de la grandeur de l'Afrique, dans tous les sens. C'est grand quand même. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de la grandeur de l'Afrique dans tous les sens. Belle, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, moi, je dis qu'aujourd'hui, les gens commencent à se réveiller pour se rendre compte que
on avait une histoire bien falsifiée et modelée à ce qu'on nous abrutisse. On nous a longtemps menés en bateau. Alors, quand on regarde ça, on voit l'immensité de notre continent. Là, on parle il a dit dans tous les sens du terme, on va parler des richesses, on va parler de la spiritualité, on va parler également de l'espace également. Donc, quand on voit tout ça, on est bluffé. On se dit... on a quelque chose qui nous rend plus fiers qu'un boubou qu'on va porter, que toute cette tradition qu'on va dire qu'on a. Et là, peu importe ce qu'on peut dire, c'est qu'on a les moyens. Ça montre aussi qu'on a les moyens, on a cette capacité qu'on ignore très souvent, alors qu'on devrait se rendre compte de ça. Longtemps, on s'est sous-estimé. Les Africains que nous sommes, nous souffrons comme ça là, du complexe d'infériorité devant les autres, les blancs, les jaunes et les rouges, si bien que nous n'arrivons pas à nous démarquer et nous n'arrivons pas à construire notre personnalité par nous-mêmes. Nous voulons nous mirer, nous voulons l'assentiment des autres, leur approbation. Nous voulons toujours demander. Le professeur Théophile Obenga disait, pourquoi vous aimez demander la permission aux autres? Quand ils font des choses, ils ne demandent pas la permission chez les Noirs. Mais quand c'est les Noirs qui font, ils demandent d'abord aux Blancs, aux jaunes, aux rouges. Sinon à Paris, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Comme si la sagesse, le bon sens, l'intelligence était l'apanage des autres là-bas, pas de nous. Alors que depuis toujours, tout le monde sait que l'Afrique est l'incarnation même de la sagesse, que nos ancêtres étaient sages, intelligents et forts, n'est-ce pas? Exactement. On est toujours fort jusqu'aujourd'hui quand on voit dans le monde les questions de sport et tout. La force et la vigueur restent aux Africains. Voilà. Aujourd'hui, si on va dire que voilà, travailler dur rendait plus riche, on allait voir nos mamans, c'est Youssoufa qui a chanté ça, on aurait vu nos mamans, nos darons en train d'être milliardaires. Parce que ce sont des femmes qui se réveillent à 5 h du matin, elles sont déjà debout, elles se couchent à 0 heure. Donc la force est de la femme à l'homme, de l'enfant à l'adulte. Donc tout le monde est fort en Afrique, mentalement, physiquement, psychologiquement, parce que par exemple tout à l'heure on a parlé du fait de la psychologie, de la dépression et autres. Et ici on n'a pas assez de psychologues et beaucoup de gens ne vont pas les voir, mais on arrive à surmonter ces problèmes au quotidien, seul, parfois accompagné seulement de sa famille, mais on arrive à sortir. Or, les autres, c'est la catastrophe. Nous, on a cette force qui est naturelle d'ailleurs. Et les circonstances nous rendent encore plus forts. Sans parler de notre peau qui est encore plus forte que ça. Ah oui. Et ça, nous devons en prendre conscience parce que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. C'était donc hier à la semaine africaine, donc les dimanches du panafricanisme avec le président Diogène. Il avait donc rassemblé les panafricanistes là-bas comme pour parler de l'importance même des États-Unis d'Afrique. Parce que l'Afrique doit s'unir ou périr. Il faut que nous prenions conscience, comme disait le professeur Théophile Obenga, que l'unique solution pour nous, c'est l'État fédéral d'Afrique. Aussi longtemps que nous marchons en rang dispersé, rien de vent ne se fera pour nous. Donc prochainement, nous amènerons sur ce plateau, nous inviterons le président Diogène, panafricaniste, président de Umoja, pour qu'il nous dise la quintessence même de son message et que nous cherchions ensemble les voies et moyens d'arriver aux États-Unis d'Afrique. Mais c'était un élément comme un autre à titre d'information pour vous. Mais nous revenons sur ce que vous nous aviez balancé, pour que nous puissions ici, à la lumière de la belle d'Afrique, découvrir la profondeur du message. Rudel Goma, 4e élément. Un chef d'État en Europe, qu'il soit français, allemand, américain, n'est pas élu par les Africains. Et il n'est pas élu pour veiller sur les intérêts des Africains. Les Africains doivent veiller sur leurs intérêts parce que ces chefs d'État sont élus pour veiller non seulement sur les intérêts de leur population, mais aller chercher ce qu'il y a de bien ailleurs pour amener à leur population. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre qu'ils freinent notre développement si ça doit les aider à prendre nos richesses. C'est de bonne guerre pour eux d'aller négocier les meilleurs contrats à l'extérieur pour amener chez eux. Nous avons des richesses qui sont convoitées par les autres. C'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. C'est pas aux autres d'être jaloux de nos intérêts. Il ne faut pas attendre qu'un président Macron soit là pour veiller sur les intérêts des Maliens ou des Gabonais ou des Togolais ou des Camerounais. C'est pas son rôle. Il n'est pas élu par eux et il n'est pas élu pour ça. Il est élu pour aller chercher le meilleur. Et si le meilleur est à l'extérieur, il doit aller prendre ça là-bas. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des contrats qui soient en faveur de tel ou tel parce qu'il nous est proche. Non.
Non, c'est à nos dirigeants, c'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. Donc la question pour moi ne se pose même pas lorsqu'on dit oui, l'Occident a pillé l'Afrique. Oui, et alors, où étions-nous pour veiller sur nos intérêts? En des temps immémoriaux, on aurait pu dire ça. En des temps où ils utilisaient la force, on aurait pu dire ça. Mais les principaux acteurs de ce pillage, c'est souvent nous. Les ministres qui vont signer, ou les chefs d'État qui offrent des pans entiers de notre économie aux autres, ils sont africains, hein, ils ne sont pas allemands, ils ne sont pas français. C'est nos propres frères. Et je pense que cette bataille ne doit pas être celle de dire on combat la France, on combat la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Pour moi, c'est se tromper d'ennemis. Ils sont là pour ça. Et celui qui croit qu'il y a des amitiés se trompe. Je pense que c'est le général de Gaulle qui disait en off qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts entre les États. Celui qui croit en l'amitié, il faut qu'il change de métier. Pas d'amitié entre les États, que des intérêts. Comme disait le professeur Théophile Obenga, détrompez-vous, on ne nous aime pas et on ne nous aimera jamais. Ce n'est pas pour nos beaux yeux qui viennent en Afrique ici, c'est pour les richesses que regorge notre continent. Et donc nous devons faire attention, c'est à nous de prendre notre destin en main. Parce que c'est nous, autrefois, qui avions été dupés, mais qui continuons à l'être. Alors que nous avions déjà compris comment fonctionne le monde. N'est-ce pas, Belle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, je suis totalement d'accord avec lui. Avec Alain Foucault? Oui, je suis totalement d'accord. Et je me dis, la politique, ce n'est pas que pour les politiques, c'est aussi pour nous, la population. Ah. Ça doit commencer par le respect d'abord de nos politiques. Ça doit commencer par ça. Ça va par là, en fait. Parce que, ça, comme on dit, ce sont nos propres compatriotes. Ce sont des gens que Dieu, hein, comme eux, ils sont en train de croire, qui a placé ces personnes à cette place-là pour que ces personnes puissent nous diriger. Ce qu'on doit faire, nous, comme à l'église, on va dire « Ah, Dieu bénit un tel, non. Ce qu'on va faire, nous, c'est prier que Dieu leur donne la bonne gestion. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, peu importe la religion. Et deuxièmement, être proche de ces personnes pour pouvoir leur dire, par exemple, si vous êtes proche, je suis proche de vous, monsieur Alexis Bongo, si, par exemple, j'ai une vision claire des choses et c'est vous qui avez le monopole d'agir, je peux vous dire que... Le pouvoir de décision. Voilà, le pouvoir de décision. Je peux vous dire que, voilà, monsieur Alexis, je vous propose ceci. C'est à ça que servent les conseillers. Exactement. Mais après, il y a des conseillers qui sont officiels et il y a des conseillers qui sont officieux. C'est tant mieux. Voilà, nous tous, si nous nous ingérons dans cette question et qu'on ne voit pas que les politiques sont à part et nous sommes à part, pour moi, je prône même le respect de ces politiques. Peu importe le niveau qu'ils ont, peu importe la situation qu'il y a, moi, je prône pour le respect de ces personnes. Et nous, la population, être à côté de ces personnes. Parce que, vous savez, celui qui est debout voit le verre à moitié plein. Exact. Et celui qui est assis voit le verre à moitié vide. C'est une question de vision des choses. Si on visualise des choses contrairement à ce qu'eux, ils sont en train de penser, mais il est de notre devoir d'être près de ces personnes pour leur dire « Ah, voilà, moi, je vois le verre à moitié vide. Je voudrais, si possible, que tu le remplisses ou que tu nous accompagnes à le remplir. » Et deuxièmement, la deuxième des choses, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, que nous tous, nous sommes responsables, peu importe l'échelle. C'est pas parce qu'eux, ils ont décidé et que nous l'avons vécu que forcément, nous avons arrêté ça. On voit, et c'est tellement criard à un niveau élevé, mais le b.a.-ba qu'on fait au quotidien, quand vous rentrez dans une porte qui vous est fermée et vous tendez le billet de 500 à cette personne pour vous ouvrir la porte, mais vous êtes en train de faire à petite échelle. Exact. Si vous... On est en train de nourrir la corruption. Exactement. Et ces personnes sont en train de remplir leur poche. Un jour, ils se retrouvent dans des postes où toi, tu es en train de bouder, mais toi, c'est toi qui as commencé cette corruption-là. Pendant que l'État, par exemple, se bat de façon officielle de pouvoir éradiquer toutes ces questions, mais toi, tu te bats encore tout le temps pour avoir ton boulot, pour avoir quoi que ce soit, tu es en train de financer. On aime ces raccourcis-là. Voilà, ça veut dire que tout le monde est responsable. L'État, c'est une question, c'est une personne morale, c'est pas une question, une personne physique ou individuelle. Non, l'État, c'est une personne morale dont tout le monde doit respecter et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes en train de travailler pour l'Afrique, alors l'Afrique est grande aujourd'hui, mais vous êtes en train de se battre par rapport à vos armes. Ça va marcher.
une personne, 2 personnes, 3 personnes, on se retrouve à 1 million, je pense à 1 milliard en plus, je pense que ça va changer la question. Mais si je me dis seulement que, voilà, moi aussi je dois croiser les bras et ne pas accompagner ces personnes, on se retrouve dans un gouffre et au final, c'est nous tous qui perdons. Peu importe que ça soit à grande échelle, à petite échelle, tous nous sommes impliqués dans ce changement-là. Alors accompagnons nos politiques tout en les respectant parce que le linge sale se lave en famille. Sans animosité. Voilà. Le linge sale se lave en famille. Si vous avez à dire, respectez d'abord ces personnes-là, honorez-les comme il se doit et ensuite faites des propositions, ça va marcher. Mesdames et messieurs, en Afrique, chez nous, on n'injurie pas son père et sa mère. Exactement. Surtout pas en public encore. Déjà, on ne le fait pas dans la maison, en intimité, mais on ne le fait pas, on ne le fera jamais en public. Donc, nos responsables doivent être respectés, quand bien même nous remarquons des choses et d'autres que nous leur reprochons. Si nous avons des suggestions, des idées à avancer, faisons-le respectueusement, dans le respect de leur dignité et donc sans aucune animosité. C'est ici l'occasion pour nous de vous dire, Belle, que nous sommes en route avec Convergence et Révolution culturelle vers la création de la Fédération des leaders panafricanistes du Congo. On connaît de grands leaders du genre président Diogène, Obamega Kosso, Serge Mbungu, Alexis Bongo, Belle d'Afrique, et ils sont nombreux, Moutassita, ils sont nombreux comme ça là, Pierre Ntemou et les autres des leaders, mais chacun dans son coin marchant en rang dispersé. La voix des panafricanistes du Congo, en tout cas, ne se fait pas entendre. Est-ce que l'idée de la fédération des leaders panafricanistes du Congo vous chante? Déjà, moi, je vais dire que vous me demandez à me répéter parce que l'union fait la force. Ah, voilà, c'est ça. On ne pourra pas se battre ce combat, je pense qu'on ne pourra pas se battre individuellement parce que déjà, le nombre contre lequel on se bat est très grand. Énorme. On est dans un continent qui, à peu près aujourd'hui, on peut se dire, on peut se permettre de le dire, qui connaît la réalité, mais qui ferme les yeux sur la réalité. Donc, ouvrir tout le monde les yeux, chacun dans son coin. Par exemple, vous pouvez toucher 10 personnes, moi je touche 10 personnes, l'autre touche 10 personnes. Ce n'est pas vraiment assez suffisant, mais ensemble, on peut se lancer et quand on se lance en grande pompe, je pense que ça fera plus de différence qu'individuellement. Voilà. Exact. C'est ici l'occasion de faire un clin d'œil donc à la panafricaniste qu'est maman Diane Peleka de la diaspora, qui en a marre de là-bas et qui est venu carrément combattre pour l'Afrique ici et faire un clin d'œil aussi à tous les panafricanistes d'à travers le monde qui doivent se soucier du continent et pourquoi pas faire le comeback pour qu'à partir d'ici, nous préparions comme ça une base solide afin que nous puissions répondre au reste du monde. Sinon, il peut y avoir une synergie entre les panafricanistes de l'intérieur de l'Afrique et ceux de l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, il peut y avoir parce que le champ de bataille reste différent. Nous, on est en Afrique, notre voix ne porte pas jusque là-bas, mais il faut savoir qu'on a des compatriotes à l'extérieur. Qui peuvent relayer. Voilà, qui peuvent relayer. Et qui ont beaucoup plus de capacité que nous de communication et autres. Exactement, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Belle. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans ces éléments que vous nous aviez envoyés parce que vous êtes soucieux du continent, mais c'est ici aussi l'occasion, Belle, que nous puissions dire à tous ceux qui nous suivent que nous avons besoin de soutien, qu'on ne doit pas se limiter à apprécier, à envoyer des éléments à traiter, mais on doit soutenir ce combat panafricain parce que si aujourd'hui on parle de Kémy Séba, on parle de Nathalie Yombe, c'est qu'il y a des donateurs, il y a des mécènes, il y a du soutien derrière, n'est-ce pas? Exactement. Le combat, moi je pense que même pour l'évangélisation, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Pour le combat également, on a besoin des armes. Parce que c'est le nerf de la guerre. Exactement. Donc on a besoin des armes. Donc dans ce combat-là, des personnes habilitées devraient contribuer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui porte ce projet et qui pourra se mettre devant tout le monde plutôt, excusez-moi. Mais ceux qui ont cette capacité, par exemple, de pouvoir seulement financer et ne pas combattre, même dans l'anonymat, voilà, des héros dans l'ombre. Voilà, sont les bienvenus dans cette question. C'est justement pour pouvoir faire avancer le combat et ne pas être arrêté par le manque d'argent, le manque d'accompagnement et autres. Voilà. Seule la lutte libère, mesdames et messieurs. On est d'accord avec la panafricaniste, la journaliste panafricaniste, donc Belle d'Afrique sur ce plateau. Mais sans le nerf de la guerre, qu'est-ce que les panafricanistes de chez nous peuvent faire? Parce qu'il faut tenir des conférences, il faut organiser des ateliers, il faut des émissions à la radio, à la télé, la presse écrite. Il faut carrément communiquer et aller jusqu'au fin fond de nos villages là-bas pour que
tout le monde prenne conscience, comme disait le professeur Théophile Obenga, la mission que nous avons pour éveiller les consciences aujourd'hui, c'est de s'aimer dans la conscience, dans l'esprit des nôtres, même depuis le bas âge, l'idée du panafricanisme. Ça peut être aussi immatériel. Ça veut dire que vous avez peut-être une salle qui est disponible, que voilà, l'autre là, vous ne voulez pas... ici. Voilà, là c'est gratuitement, c'est juste un endroit et tout. Vous avez peut-être une salle et tout. Je pense que c'est le moment. Actuellement, c'est le moment parce que le mouvement, il est en train de s'agrandir. C'est le moment également que le Congo s'inscrive dans cette lutte-là. Exact, parce que nous sommes en retard. Hein? Oui, nous sommes comparés aux autres panafricanistes vraiment, à travers le continent. Mais vraiment en retard. C'est le moment que le Congo ne reste pas en arrière. Vraiment, sur ce point-là, déjà le Congo fait partie d'un royaume qui a été séparé, divisé, meurtri, dont l'histoire a été falsifiée. Je pense que c'est le moment que le Congo-Brazzaville puisse au moins élever son drapeau sur cette lutte-là et si on pouvait se faire accompagner, se faire aider, par exemple pour vous qui communiquez, mais ça sera une bonne chose et une grande chose, et pour que aussi notre drapeau et notre pays aussi soient reconnus comme aussi un pays qui se bat pour les droits africains. Très bien. On ne se bat pas à main nue, mesdames et messieurs. Il faut aussi du matériel pour communiquer. Il faut la connexion Internet. Il faut des ordinateurs, il faut des téléphones, il faut des affiches, il faut des banderoles. Donc tout ça, ça demande des moyens. Vous êtes capable de nous en fournir, n'hésitez pas. Et si vous aimez l'Afrique, si vous pouvez soutenir de par vos moyens financiers, n'hésitez pas du tout. Nous ferons le boulot ici en surface pendant que vous nous soutenez derrière. C'est comme ça que ça se passe sous tous les cieux à travers le monde. On ne peut pas lutter sans qu'il n'y ait le nerf de la guerre, sans qu'il n'y ait la logistique qui doit comme ça là soutenir les guerriers sur le terrain. Alors Belle, on va découvrir encore avec vous. On aime votre présence sur ce plateau. Merci. Elle illumine le plateau de Convergence et Révolution culturelle, tant physiquement que spirituellement. On a encore d'autres éléments qui sont envoyés par vous, mesdames et messieurs. Nous allons découvrir le suivant avec Rudel Goma. Occupé. C'est important, non? Quand on occupe un territoire, là, c'est quoi? On occupe aussi, on pille ses richesses minières. Donc, Hissène Habré, il a symbolisé ça. Deuxièmement, Hissène Habré aussi a refusé de céder à vil prix son pétrole. Quand Elf Aquitaine a voulu prendre le pétrole tchadien à n'importe quel prix, Hissène Habré a dit non. Donc, ça, là, c'est ça ce qu'il symbolise. Aujourd'hui, attendez, et il paye, c'est un symbole. Oui. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça pose le problème du leadership. OK? Ça pose un problème de leadership. C'est-à-dire, un leadership qui symbolise ça, il dérange. Tant que tu n'es pas mort, tu déranges. Parce qu'on a peur. On a peur que tes idées soient diffusées. On a peur que tu produis d'autres Hissène Habré. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut casser d'abord l'image. C'est pour ça qu'on a cette grande opération médiatique, de lynchage médiatique pour casser sa personne, son image, en disant 40 000 morts, nangam, nangam. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le leadership est très important. Aujourd'hui, quand vous voyez la France-Afrique, quand elle agit dans nos pays, elle élimine les leaders. Elle n'élimine pas ses collaborateurs. Quand on a éliminé Sankara, on a éliminé Lumumba, on n'a pas éliminé les autres. Parce que pourquoi? C'est le leader qui compte. C'est lui qui guide. Vous avez un troupeau de moutons et un berger. Vous croyez que les moutons peuvent aller sur une route, arriver à destination sans le berger? Non. Donc quand on a un berger qui ne va pas sur notre route de la France-Afrique, ben on le démolit. Et comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un autre profil de leader france-africain, genre Idriss Déby, et on va le mettre, et il va prendre nos moutons là, et il va les emmener dans une autre destination. Idriss Déby, justement, il doit être un homme comblé, à votre avis? Comblé par quoi? Comblé par quoi? Oui, en attendant que... 18 milliards détournés sur la pauvreté des Tchadiens. Condamné à vie. Non, je dis que c'est misérable. Oui, je dis que c'est misérable. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et Hissène Habré a démontré dans sa vie que ce n'est pas un homme, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a pas sacrifié la cause de son peuple, il n'a pas liquidé les intérêts de son pays, et c'est ça que les nations, peut-être certains peuples, n'ont pas encore compris, mais ils vont le comprendre, s'ils ont droit à la parole. Aujourd'hui, ce procès, c'est qui? C'est le procès de... C'est la victoire, peut-être un coup de force France-africain. Ce sont là les choses que nous ne maîtrisons pas, qui nous échappent. Lorsque nous regardons de l'extérieur, on ne se rend pas compte, Belle, qu'à l'intérieur, nos chefs d'État vivent des choses et d'autres.
la pression de l'Occident impérialiste. Ici, c'est la veuve de l'ex-première dame, donc veuve du président Hissène Habré, hein, l'ancien président donc, du Tchad, mais qui est en train de nous démontrer que l'Occident, là, ce n'est pas nos amis. Et que quand ils ne sont pas d'accord avec les chefs d'État de chez nous, ils ne passent pas par 4 chemins. Ils les éliminent, ils les renversent. Et quand ils sont d'accord avec l'un ou l'autre de ces chefs d'État, c'est souvent pour leurs propres intérêts. Et que ce combat-là devrait être compris, cette vérité-là. Le peuple qui gémit en bas ici doit savoir que ce n'est pas trop facile aussi au sommet de la pyramide pour ces dirigeants-là. Vous savez, si les Libyens savaient ce qu'ils allaient vivre aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui viendraient se plaindre. Non, non, non. Ils ne se seraient pas plaints. Non. Je pense que la situation aujourd'hui en Libye est plus grave qu'avec... Extrêmement plus grave. Avec Kadhafi. Autant il vivait le paradis à l'époque du président Kadhafi, exactement. Autant aujourd'hui ils sont en enfer. En enfer. Donc si vous cherchez l'enfer et le paradis, comparez seulement la Libye. D'où je dis, il est important, primordial de pouvoir respecter ces hommes d'État, ces autorités-là. Il est très important parce que eux, même si sur la durée, ils ne peuvent pas comprendre, mais ce sont des gens qui vivent ça au quotidien avec nous, qui comprennent au quotidien ce que nous sommes en train de vivre. Bon, imaginez quelqu'un qui vient vous voir un jour et qui vous trouve peut-être en train de manger. Il considère que vous êtes en train de manger. Mais quelqu'un qui a vécu avec vous à un moment donné va savoir que lundi vous mangez, mardi vous ne mangez pas. C'est quelqu'un qui comprend ça, ces choses-là. Donc si on se dit tout de suite, allons seulement au changement, puisque aujourd'hui je n'ai pas mangé, allons seulement au changement, puisque aujourd'hui je ne me suis pas vêtie, allons seulement au changement. Puisque j'arrive pas à acheter les ordonnances pour allons seulement au changement. Donc on doit changer. Il y a des choses et des clauses qui ne sont pas restées là en une seule journée. Il y a des clauses que nos présidents sont en train de se battre contre, qui ont été établies depuis peut-être un siècle ou 2 siècles déjà. Bien donc, avant même leur naissance. Voilà, ils sont venus retrouver ces choses-là, malheureusement, contre leur gré. Ils sont obligés parfois de respecter parce que ça plonge le pays ou encore ça donne une dette à un pays vers un autre pays. Donc ils sont obligés peut-être de respecter ces clauses. Parce qu'il faut savoir que les États, ce n'est pas une question individuelle. Ce n'est pas au président, ce n'est pas au ministre, ce n'est pas à qui. C'est une question morale. Ça veut dire que là, ils décident au nom de tout le monde. Mais pour ne pas mettre en péril, par exemple, on ne se retrouve pas sur la tête avec comme les Libyens, mais il est obligé peut-être tant soit peu de pouvoir... Exact. Prendre l'engagement ou encore répondre à cet engagement qui n'a peut-être pas été signé par lui. Donc il est obligé d'être là et de le faire. En même temps, vous allez dire non, vous êtes en train de bouder, mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Gérer une maison, c'est déjà un problème. Une seule énorme maison. Problème. Voilà. Une seule maison. Tu vas avoir ses propres enfants, les 2 ou 3 qu'on a à la maison. Voilà, tu vas avoir un majeur. Dès qu'il est majeur, il te dit que je suis majeur. Ah oui, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Mais imaginez maintenant un homme qui est obligé de diriger un peuple, de diriger un ministère, de diriger quelque chose. Vous êtes obligé de pouvoir lui dire que, par exemple, dans mon quartier, ça ne va pas. Vous le dites ça. S'il ne fait pas là, c'est de sa responsabilité. Mais si vous ne les accompagnez pas, arrêtez de critiquer. Je ne pense pas que les cieux vont changer tout de suite si on change quelqu'un et tout part avec. Non. Ce n'est pas lui qui a ramené. Voilà, ce n'est pas lui qui a ramené la poisse ou c'est pas lui qui a déposé la poisse qu'on va dire non, c'est une personne qui a ramené la poisse. Non. La colonisation est là encore vivante en Afrique. La colonisation vit et nous acceptons cette colonisation. Donc, prenons le temps aussi de casser ces mythes-là et l'autre-là et acceptons aussi que ces personnes qui sont aujourd'hui puissent faire leur travail. On jugera après plusieurs années. Voilà. Exactement. C'est quand nous aurons respecté ces autorités-là, ceux qui sont aux commandes de nos nations, de nos pays, quand nous aurons essayé de dire les choses sans animosité, avec tout le respect possible, quand nous les aurons accompagnés et soutenus, que nous aussi demain, il y en aura qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, qui vont nous conseiller aussi, parce que lorsqu'on devient ministre, c'est alors qu'on découvre ce que ça signifie. Lorsqu'on devient chef d'État, c'est alors qu'on découvre ce que ça signifie. Aujourd'hui, je suis chef d'équipe B. Être chef d'équipe, on se dit oui, il y a tout repos et tout, c'est facile, mais il y a des choses qu'on te met devant un fait accompli, tu étais fatigué, tu as envie de dormir, tu es obligé de faire en fait. Ou tu avais envie de sortir, te reposer et tout, mais tu es obligé de faire justement parce que tu as des responsabilités. Exact. Là, ce sont des responsabilités limitées. Là, c'est limité. Mais on parle des responsabilités excusez-moi. C'est énorme comme ça. Il est obligé de gérer sa famille, sa belle famille, il est obligé de gérer toute une nation et gérer...
respecter ces personnes-là. Parce que même moi, excusez-moi, moi à cette place-là, peut-être j'aurais craqué. Ah oui. Il faut de l'expérience et beaucoup de volonté et même de l'amour pour pouvoir avoir même accepté ce rôle qu'on vous donne, aussi petit qu'il soit. Il faut avoir l'amour de la chose pour pouvoir accepter ces choses-là. Et surtout, ces personnes-là ne sont pas de tout repos, on les insulte, on les caricature. Au quotidien, matin, midi, soir. Surtout depuis qu'on a les réseaux sociaux. Ah là là, c'est chaud. Je ne mange pas, c'est grâce à un tel, je ne bois pas, c'est grâce à un tel. Oui, si je manque de chaussures, c'est le président de la République. Voilà. Notre oncle est décédé, c'est toujours lui. Il manque ceci, il n'y a pas l'argent du bus, c'est toujours le président ou le ministre, ou bien tout ce beau monde-là. Alors concentrons-nous sur les choses importantes. Ça nous permettra, nous, d'abord de pouvoir changer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous portons, ce que nous disons, a de l'impact sur nos enfants. Exact. Ce qu'on ne se rend pas compte. Il y en a qui ne connaissent même pas l'histoire. Moi, par exemple, j'ai connu l'histoire de ce grand homme de président à travers les livres. D'accord? On n'arrive même pas à se documenter. Macron qu'on est en train d'aimer là, le président de je ne sais quel pays qu'on est en train d'envier là. Excusez-moi, est-ce qu'il va venir combattre nos intérêts? Non, du tout. Est-ce qu'il vous a dit il n'a même pas intérêt à le faire. Voilà, quand il est en train de dire que lui, il sera mieux ou il est en train de vous proposer, est-ce que c'est dans notre intérêt? Non, du tout. Laissons nos intérêts, que nous-mêmes, on se batte pour nos intérêts et également défendons nos intérêts parce qu'il n'y a personne d'autre qui va défendre nos intérêts mieux que nous-mêmes les Congolais et les Africains. Exact. Voilà. Convergence et révolution culturelle, le retour aux sources africaines, mesdames et messieurs, les chemins de la renaissance africaine, et nous ne cesserons jamais de le dire, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, donc, nous avons donc le privilège d'avoir sur ce plateau Belle d'Afrique avec nous pour commenter comme ça là tout ce que vous nous avez envoyé, comme information. C'est aussi l'occasion pour nous de dire les relations internationales ne sont pas tendres avec les dirigeants africains. La diplomatie, la coopération et tout ça les mettent dans des contraintes pas possibles. Et ils ne sont pas obligés de venir en parler avec nous ici. Les rapports de force nord et sud ne sont pas du tout en leur faveur. Les autres ont des armes de guerre. Nous avons des saguets, les autres ont des fusils, hein, mais des canons. Mais nous ici, on a des coutelas et c'est très difficile à nos dirigeants, même s'ils nous aiment beaucoup, même s'ils nous aiment le continent, de s'opposer à la furie impérialiste de ces autres-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui reconnaissent que Kadhafi était une belle personne. En tout cas, mais aujourd'hui, on le pleure au quotidien. Il y a des gens qui chantent ses louanges. Kadhafi allait changer ceci, Kadhafi allait changer cela. Mais à cette époque, tout le monde disait que c'est un dictateur. Un dictateur. Tout le monde disait qu'il était méchant. L'école était gratuite, l'eau était gratuite, voilà. L'hôpital était gratuit, tout était gratuit là-bas. Mais c'était un grand dictateur. Et on nous l'a fait avaler et nous l'avions allègrement avalé. Mais aujourd'hui, la Chine, ce n'est pas par vote. Hein. Ah. Je suis désolée. Ah, mais la Chine... Et on n'a jamais été dans la diplomatie ou ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On était dans les royaumes, la monocratie. C'est le père qui décède, qui laisse à son fils, etc. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Et il faut noter qu'on n'a pas vu l'Occident impérialiste aller imposer sa démocratie en Chine, moins encore en Corée du Nord. Et il ne peut pas essayer d'imposer la démocratie made in Occident impérialiste en Russie. Et nous, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous commençons à prendre de l'énergie, du courage, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a Poutine et Satan 2. Et puis, pendant que eux, ils nous menacent, le très puissant Vladimir Poutine dit que nous allons commercer avec l'Afrique et ça nous arrange. Mais on en fera un dossier spécial, hein, bien argumenté. Alors, Ridel Goma, qu'est-ce qu'on nous a encore envoyé ici pour que nous puissions en discuter? Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système. Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Alors que toute l'histoire est là. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux.
vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports. Vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Nos peuples aiment la liberté, la démocratie. C'est dans la nature de l'être humain. Mais acceptez que nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos problèmes. Plutôt, aidez-nous. Puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur notre dos, durant des générations. Et aujourd'hui, au lieu de nous aider... Ah, c'était là donc le président Hissène Habré, feu le président Hissène Habré, pardon, à l'époque, il était encore président du Tchad. Le président Hissène Habré est décédé le 24 août 2021. Comprenez notre émotion parce que les mots se bousculent dans notre bouche ici parce que nous sommes frappés par ces paroles-là. Belle, avant que nous ne disions ce que nous avons retenu de ce discours-là, quelles sont vos impressions après l'avoir écouté? L'Afrique n'a pas pour modèle l'Europe. Avant que l'Afrique ne s'asseye et dise que voilà, on veut être comme l'Europe, il faut que d'abord l'Afrique aille coloniser ou faire ce que l'Europe a fait sur l'Afrique. Avant qu'on s'assied sur une table pour qu'ils soient nos modèles, il faut d'abord qu'ils vivent ce qu'on a vécu pour qu'eux aussi soient nos modèles. Si, au sortir de cette colonisation qu'on va faire de la même façon qu'ils nous ont fait, il reste les mêmes personnes comme nous, mais là, on va parler d'égalité des chances ou encore on va parler le même langage qu'eux. Si l'Afrique n'arrête pas de copier sur l'Europe, l'Afrique n'avancera pas. Sur quelle base on va avancer? Si pour réussir, par exemple, quelqu'un a dit « Non, tu n'es pas sophistiqué ou je ne sais pas quoi, moi, parce que tu manges à la cuillère et tu parles français », je suis désolée. Mais nos dialectes, on en met où? On met ça où en fait? On va placer où? Le système de développement africain ne passera pas par le modèle européen. Parce qu'eux, ils n'ont pas vécu notre histoire, ils ne sont pas passés par l'autre là. Et aujourd'hui, notre histoire a été falsifiée, la douleur de ça. Ils nous ont volé notre histoire. Voilà, s'ils arrivent à vivre ça, l'Européen pourra s'asseoir sur la même table que nous, discuter de ces questions. Mais tant qu'il n'a pas vécu ça et que lui, il a été le colonisateur et qu'aujourd'hui, il pense qu'il est plus supérieur. Non, mais la bêtise encore, c'est encore ces personnes que vous êtes en train de prendre pour modèle sont en train de vous dire déjà, peu importe le niveau que vous avez, nous, on reste supérieur. Ça veut dire que vous allez vous battre, vous allez vous tordre à être comme eux, vous ne serez jamais comme eux. Soyez vous-même. C'est ce que je pense en fait. Si nous sommes nous-mêmes, on va partir à part égale. Voilà, c'est quoi ta culture? Voilà ma culture, voilà ta culture. C'est quoi ce que tu penses? Voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Parce que si aujourd'hui on ne se base que sur eux, la réalité c'est que nous ne prendrons jamais comme leur égal. Jamais. Donc basons-nous sur ce que nous avons perdu et récupérons ce que nous avons perdu. En même temps, adaptons-le à ce que nous avons aujourd'hui. Très bien, comme chantait un artiste, comptant sur notre propre force. Nous avons retenu aussi pour vous, mesdames et messieurs, que feu le président Hissène Habré, en Afrique, les gens ne meurent pas. Et donc, il est toujours en vie dans l'au-delà. Il fait partie des ancêtres. Il dit ceci. Il se pose la question, et là, il demande aux journalistes de l'impérialiste en face de lui, à madame la journaliste. Bon, mais pourquoi le monde occidental veut imposer à tout le monde
de façon choquante son système. Hein? Nous avons nos réalités, nous avons notre culture, nous avons notre histoire. Et il conclut en disant, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ces gens-là qui prétendent être des démocrates, mais ne le sont pas. Quand nous vous disions qu'il n'y a pas que nos dirigeants africains ici qui ne sont pas des démocrates. Même ceux qui leur donnent des leçons là, ils sont pires qu'eux, parce qu'ils ne sont pas démocrates. Est-ce que la démocratie, c'est venir dans un pays, imposer sa loi, tuer des gens, violer, piller les richesses d'autrui et déporter certains? Voilà. C'est pas ça une démocratie. Assassiner les chefs d'État, renverser les régimes en place. Donc l'exemple qu'ils sont en train de nous donner aujourd'hui, excusez-moi, l'exemple qu'ils sont en train de nous donner, c'est vraiment du charabia. Parce ça ne tient pas debout. De forme, oui, ça a l'air de marcher, mais de fond, c'est faux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, s'ils veulent qu'on marche selon eux, qu'ils arrêtent de nous voler. S'ils arrêtent de nous voler, là, on va se dire oui, allons comme eux, faisons comme eux. Mais s'ils sont encore des mêmes voleurs qui sont en train de nous voler, nos enfants sont en danger et nos responsables, dès qu'il n'est pas l'autre là, ils rentrent dans le cadre qu'ils ne veulent pas. Il est dictateur. Dès qu'il n'est pas comme ceci, ils inventent des trucs. Exact. Tant que ceux qui ne sont pas des dictateurs vont continuer toujours avec le même système de nous voler, ils sont des mêmes dictateurs. C'est juste qu'ils ont changé de place. La différence, c'est ça. Ils ne sont pas des dictateurs dans leur pays, mais ils sont des dictateurs en Afrique. Parce que c'est eux qui tiennent la main de fer, plutôt nos richesses. Nos richesses ici. C'est eux. Tant qu'ils vont, s'ils lâchent chez eux, ils lâchent chez nous également. Là, on va parler d'égalité. Mais tant qu'il n'y en a pas, tant qu'ils sont en train de laisser chez eux là-bas, ils sont à l'aise. Et ici en Afrique, ils sont en train de continuer à piller. Eux aussi sont des dictateurs parce que ce n'est pas de gré qu'on leur donne ça. C'est de force. On est obligé parce qu'il y a des clauses et des lois qui l'imposent. Donc ça veut dire qu'eux aussi sont des dictateurs. Donc tous, on est des dictateurs. Exact. C'est tout dit, Belle. Merci beaucoup. Nos pays ne sont pas des pays sous-développés comme en nous le laisse avaler chaque fois, dixit le président Mobutu à son époque, mais des pays appauvris par l'Occident impérialiste. Mesdames et messieurs, nous reviendrons un jour ici sur ce plateau pour parler du pacte colonial qui tient comme ça là au cou nos dirigeants. Mais ils ne peuvent pas venir ici comme des petits enfants crier au scandale. C'est à vous et nous de comprendre. C'est au peuple de comprendre et de dénoncer, au peuple de soutenir ces dirigeants afin que nous puissions briser ce joug socio-culturel et politique de l'Occident impérialiste. Rudel Goma, oui, vous avez quelque chose à dire. Il y a quelque chose, par exemple, quand on va acheter quelque chose au marché, c'est toi qui achètes, c'est le vendeur qui a étalé. Mais si tu es le seul acheteur, parfois même nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas les seuls acheteurs, mais on fait de sorte que, voilà, on marchande le prix. Et quand ça ne nous arrange pas, on fait semblant de partir. Et puis, vous allez voir le marchand, on va vous dire, venez seulement donner de l'argent. Oui. Là, on part dans le contexte où on n'est pas les seuls marchands, on n'est pas les seuls acheteurs. Et dans leur cas, il y a des clauses qui sont les seuls acheteurs. Exact. Ils doivent avoir l'exclusivité du marché, de tout autre. Et imaginez d'abord la contrainte que les autres ont. J'ai faim, j'ai des enfants qui n'ont pas mangé et j'ai un petit poisson, on veut me l'acheter à 200 francs. Voilà. Et la personne qui veut me l'acheter veut tourner le dos et partir. Je suis obligée peut-être de négocier minimum 250. Mais vous n'allez pas voir ça. Vous allez vous dire seulement qu'ils a vendu à 250. Non, arrêtez ça. Voilà. Arrêtez. Ça ne nous arrange pas et ça ne sauvera pas l'Afrique de se mettre tous à dos. C'est pas en mettant nos autorités à dos, se mettant nos autorités à dos, de parler mal de nos prochains. Non, c'est pas comme ça qu'on va le résoudre, c'est en étant ensemble. Comme on disait, tous à la Diboke en Igala. Donc, c'est ensemble qu'on va pouvoir résoudre ça. Je parle, je n'ai pas été payé, je n'ai pas non plus été l'autre là, mais moi je pense que la vision qu'on a eue très longtemps de pouvoir dire chacun pour soi, Dieu pour tous, ça garder ça ailleurs, pas en Afrique. Ici, c'est papa, maman, la famille, on est même nombreux, même les gens du quartier, du village, c'est ça la famille, c'est ça chez nous. Exact. Voilà. Et c'est ça même la sagesse, le bon sens. Rudel Goma, un dernier élément, parce que le temps est contre nous. Quel est-il? On nous a envoyé une centaine d'éléments, mais aujourd'hui, on a pu épingler 5, 6 ou 7. Un dernier élément pour que nous puissions commenter et nous séparer. Cette constatation, son président de la République, M. Massamba Deba, explique sa position. En ce qui concerne donc le Congo, c'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie, dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent non pas aux Congolais,
mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise, mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela, mais il n'y a même pas un franc congolais dedans, ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Et ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société, appartiennent soit à des Anglais, enfin à des gens extérieurs, et que le peuple français n'est pas absolument du tout quoi que ce soit sur ces circuits économiques, quelle serait à peu près la réaction du peuple français? Il s'agirait absolument de savoir si ce peuple français serait absolument d'accord ou aurait des oreilles tout à fait grandement ouvertes devant tous ceux qui viendraient leur chanter la théorie d'un capitalisme vraiment enchanteur, etc. Je crois que le peuple français ne serait pas prêt à l'accepter. Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Alors justement, à ce propos, j'ai fait remarquer au président Massamba Deba que la plupart des Européens d'ici craignaient l'influence de la Chine et l'impact d'une propagande habile sur une population non préparée politiquement. Là, évidemment, ça sent toujours le paternalisme que l'Afrique veut à peu près repousser dans ces périodes. Parce que l'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Voilà. Belle. Ça, c'est fascinant, mesdames et messieurs. Mieux vaut en rire qu'en pleurer parce que, vous savez, nous arrivons à l'atterrissage dans cette émission. Mais là, on voit le président Massamba Deba lui-même, qui à son époque déjà criait au scandale. On nous impose des choses. Nous n'avons pas le pouvoir de décision. C'est eux qui décident pour nous. Dans les quartiers, là, on se bat. Oui, à l'époque du président Massamba Deba, il y avait beaucoup d'usines. Il y avait ceci, il y avait cela. Mais lui-même nous dit qu'il n'y avait pas de capital, rien de Congolais dans tout ce cinéma-là. C'était les autres qui étaient venus investir pour mieux piller. Et il déplore le fait qu'on ne nous laissait pas les coups de franche pour que nous puissions décider par nous-mêmes de ce qui était digeste ou pas. Pour que nous puissions nous-mêmes manger et que notre propre estomac puisse travailler les choses. Alors, belle trêve de bavardage de mon côté, puisqu'il reste 1-2 minutes. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ainsi le président Massamba Deba lui-même? Moi, en tout cas, c'est un soulagement parce que ça vient dire ce que j'ai dit. Oui, ça confirme sur toute la ligne. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop bornés.
On voit l'Europe, on se dit, voilà, l'Europe comme ceci. Oui, le paradis. Voilà, le paradis sur terre et tout. Ce sont les modèles en tout et pour tout. Alors que non. Par exemple, le Royaume Congo, ils ont trouvé les gens avec des colliers en or. Aujourd'hui, hein, quand vous portez des colliers en or, on dit que ce n'est pas africain. Alors qu'on a trouvé ça et c'était ici. On a trouvé ça. On avait des sandales, des babouches en or. En or. On avait de la soie. Voilà, on avait de la soie. Il y avait même du velours aussi. Voilà, ce n'est pas importé, excusez-moi vraiment. Donc ça confirme ce qu'on est en train de dire. Ça ne sert à rien de pouvoir dénigrer les nôtres au profit des autres. Parce qu'aucun d'eux ne pourra... Marine Le Pen est en train de se lever, en train de se cogner avec Macron, mais elle ne le fera pas pour l'Afrique. Ah non. Moi, j'ai vu son discours pendant qu'elle était en train de faire. Je n'ai pas entendu le nom d'un pays africain. Non. Je n'ai pas entendu non plus le bien qu'elle va ressortir parce qu'on a parlé du côté France-Afrique. Je n'ai pas vu un programme allégeant sur l'Afrique. Non, je n'en ai pas vu. Mais, en gros, ce que je veux vous dire, quand on est dans nos chambres, ce qu'on sait, c'est le nombre des carreaux de nos plafonds et le nombre de carreaux qu'on a sur le sol, la couleur de notre peinture, la peinture sur nos murs. On ne connaît pas les vraies réalités. Essayez de chercher votre histoire, vous allez vous rendre compte qu'on a des mains et des poings liés ici. Ce qui emmènera le changement, c'est l'union. Rien d'autre que l'union va ramener le changement. Ce n'est pas que moi, je pense à côté par rapport à ce que j'ai vu à la télé. D'ailleurs même, chez les autres, on ne montre pas ce qui ne va pas. On montre ce qui va toujours. On montre que ce qui va. Voilà. On va tout pas ce qui est bien là. Vous connaissez bien, il y a des gens qui vivent des pires situations qu'au Congo. Mais on ne va pas tous les jours les montrer à la télé. C'est pas ça qu'on va montrer. Mais chez nous, on est obligé de dire, ouais, pourquoi vous ne montrez pas ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne faites pas sinon? Vous ne montrez pas la misère. Ne vendez pas la mauvaise image de vous. Parce qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Le respect va de soi. Quand vous êtes mal habillé, vous venez dans un bureau, on ne va pas vous respecter. Mais quand vous êtes bien habillé et que vous arrivez quelque part, on va d'abord se poser la question, qui êtes-vous? Vous venez d'où? Et on va vous recevoir. Parfois, on va se rendre compte que vous êtes tout et personne dans la société. Mais on vous recevra par rapport à la façon que vous vous êtes présenté. Vous êtes présenté. Si j'étais sale, vous n'allez pas écouter. Si M. Alexis Bongo était sale, vous allez vous dire, c'est quel clochard encore qui est venu à la télé. Ils auraient zappé. Donc, la réalité est que, vendons notre image. Ce que nous avons, c'est bien pour nous. Ce qu'ils cherchent à nous imposer, ce n'est pas bien pour nous, c'est bien pour eux. Donc aujourd'hui, moi, je prône carrément, M. Alexis Bongo, le respect de nos autorités. Le respect total de nos autorités. Respectez-leur. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le dans la politesse, de la façon la plus simplement possible. Et je pense que moi, je le dirai ouvertement. Ce n'est pas que j'ai des affinités avec une autorité et autre. Je le dis, j'adore mes autorités. S'il faut les défendre, je les défendrai face aux Français, face aux Américains, face à je ne sais qui, parce qu'ils font partie de ma famille et ma famille africaine. Voilà. Très bien. C'était donc comme ça, là, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. 11e partie, et nous avions eu le secours de Belle d'Afrique. Mais comme il y a encore des centaines de vidéos que vous nous avez envoyées, nous la ferons revenir prochainement pour que nous puissions décrypter avec elle tous ces messages. On termine avec cette note du président Alphonse Massamba Deba. Nous devons briser le paternalisme de l'Occident impérialiste. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.